Dans mon cas, là, au niveau de la relève, comme je suis un chanceux, là, mon père avait une entreprise agricole, puis j'ai commencé à travailler sur la ferme là, à 5 ans. J'ai toujours baigné dedans, puis j'ai pogné la piqûre vraiment jeune là, sur la génétique animale, puis travailler à la ferme. Fait que ça n'a jamais été une question pour moi. Je me suis jamais posé la question qu'est-ce que j'allais faire dans la vie plus tard. Là. Ça a tout le temps été je vais travailler sur la ferme. Là. Donc, non, je suis tombé dedans bien jeune, puis j'ai toujours pensé que j'allais faire ça, puis j'ai été chanceux que mes parents, ils m'ont permis de prendre la relève, puis ils m'ont facilité aussi la relève. J'ai pris des actions dans l'entreprise, j'étais jeune, puis ils m'ont guidé à travers ça, puis ils m'ont laissé prendre des décisions, des décisions jeunes là, dans l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est bien, puis je suis reconnaissant envers ça. Puis je pense que c'est un succès de réussite envers toute la relève agricole, là. Tous les jeunes là, qui sont capables de s'implanter jeunes puis prendre des décisions jeunes sur l'entreprise tout en étant guidés. Je trouve que ça fait des bons producteurs, pour l'avenir. Ouais, une journée typique, ça ressemble dans le fond 2 fois par jour, on va faire le train. Fait que ça représente à peu près 6 heures par jour, le matin et soir. Là, je vais me lever. Je vais venir pour 3 heures le matin, puis 2 heures et demie environ le soir à faire la traite, là, puis l'alimentation des animaux. Puis, dans le fond, je vais me retrouver à faire dans la journée, là, d'une journée à l'autre, c'est complètement différent. Là. Je peux faire de la régie de troupeau, de l'entretien de bâtiment. Sinon, il y a plusieurs journées par année qu'on va faire des travaux au champ. Là. Fait que d'une journée à l'autre, c'est complètement différent, mais je vais te dire, la base, là, la routine, le matin et le soir, on fait nos trains. Puis j'ai de la régie de troupeau quasiment à faire à tous les jours, là, ce que je fais après mon train du matin. Là, mes avant-midi, ça ressemble beaucoup à ça. Là. La régie de troupeau, c'est quoi exactement? La régie de troupeau, c'est beaucoup de choses, là. Mais dans le fond, c'est tout ce qui est un peu la santé animale des troupeaux. T'sais, on a 120 têtes qui sont ici, là, fait que donc des fois il y en a qui sont malades, faut s'occuper d'eux autres. On a toute la régie d'insémination, la sélection de taureaux qu'on a à faire avec les bêtes, de s'assurer qu'ils soient inséminés dans le bon temps. Après ça, tout ce qui est au niveau de la production de lait, là, vérifier que tout se passe comme il faut avec nos bêtes. Là. Non, c'est notre troupeau, on a environ 120 têtes. On a 70-75 en lactation. Puis on a 183 hectares de culture. Donc, non, ça ressemble un peu à la grosseur. Le troupeau de tête, là, on est peut-être un petit peu en haut de la moyenne, mais pas beaucoup. Puis, au niveau des champs, là aussi, c'est peut-être une petite affaire en haut de la moyenne par rapport à ceux qui ont des fermes laitières. Là. Mais non, c'est ça, on joue là-dedans, un peu en haut de la moyenne, mais pas tant que ça. Là. En termes de production, là, sur l'entreprise ici, on produit là, plus de 2000 litres par jour là, que ça revient là, en termes de quantité de lait qu'on livre. Là. Oui, bien ça, notre job, en réalité, oui, c'est vrai, c'est 7 jours sur 7.
Surtout quand mettons, on est seul sur l'entreprise, là. Ça devient une grosse charge de travail. Je suis d'accord avec toi, là. C'est une routine qu'on embarque là-dedans. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut qu'on soit passionné, là, les producteurs agricoles, les producteurs laitiers, là, comme que je suis, parce que c'est un peu comme si on était sur garde 24 heures sur 24. Là. Oui, on se lève tous les matins, on se lève tous les soirs, c'est correct, on est habitué à ça. Mais il reste que c'est une vache qui est malade, on a des vélages difficiles, il faut être prêt à toute heure. Puis des fois, il va y avoir une activité ou n'importe quoi, il faut être là sur l'entreprise quand il arrive des pépins. Là. Donc, oui, c'est prenant. C'est prenant, mais on embarque dans le game. On le sait avant de faire on le sait quand on choisit ce métier-là. Puis c'est pas mal la passion qui nous guide là-dedans. Là. Oui, bien, c'est dans le fond, pour la gestion des vacances, avoir des journées pour décrocher, là, je pense que c'est quelque chose, une mentalité qui s'en vient de plus en plus là, aux jeunes de notre génération. Là. Si on regarde dans le passé, là, nos parents, plusieurs de mes amis, puis à moi, c'était ils travaillaient 365 jours par année, puis ça peut prendre 5, 10, 15 ans avant de prendre des vacances. Hein. Mais je pense que notre génération a une mentalité qui commence à changer un peu plus, puis qui comprend que pour que ce soit la vie familiale là, ou peu importe quoi, et pour le bien-être de soi-même, il faut être capable de décrocher puis prendre certaines vacances. C'est pas beaucoup, je peux dire. Personnellement, là, je vais partir une fin de semaine ou 2 par année, c'est tout. Là. Puis on réussit à trouver de l'aide. Souvent, c'est d'autres producteurs du coin là, qui sont plus qu'un sur une ferme, qui vont venir nous dépanner une fin de semaine à faire le train. Mais non, c'est ça. On réussit à en trouver un petit peu, mais pas encore assez. C'est quelque chose qu'il faut qu'il change à l'avenir. Je pense que notre génération puis la suivante, d'être capable d'avoir du personnel fiable sur les entreprises à trouver, puis qu'ils soient capables de gérer le troupeau, là, un peu à nous aider à gérer le troupeau puis à prendre le lead quand on n'est pas là. Tu viendras avec nous autres dans le garage. On va donner ton aide dans le garage pour Ouais, là, on va aller là. C'est quoi ici dans l'arrière? C'est dans l'arrière, ouais. C'est celle-là, ouais. Dans le fond, la mise en marché de notre lait, là, comment qu'elle fonctionne, tout le lait au Québec est vendu à la Fédération des producteurs de lait. Puis elle, dans le fond, place son lait soit chez Agropur, Saputo ou encore Parmalat. C'est ces transformateurs-là qui ont le monopole là, quasiment là, de la mise en marché du lait. Donc c'est ça. Nous, le lait est tout vendu à la Fédération, puis après ça, on est payé par eux. Le lait, dans le fond, qu'est-ce qui est vendu? On est payé par kilo de gras, kilo de protéines. Dans le fond, on a un prix qui est fixé, c'est kilo de gras, protéines. Puis après ça, on le reçoit, là, tout dépendant de la richesse de notre lait. Là, hein. Dans le fond, la différence, une perception du monde,
Le monde a une perception différente de l'été puis de l'hiver, que nos travaux qu'on a. Le monde pense que c'est beaucoup, beaucoup plus prenant l'été que l'hiver. Oui, c'est peut-être un petit peu plus prenant l'été, mais pas vraiment. En réalité, je trouve que mes semaines là, sont complètement comblées l'hiver quand même. On fait beaucoup, beaucoup d'heures quand même parce que je regarde l'hiver, on va beaucoup faire, on va faire beaucoup d'entretien. C'est de l'entretien de machinerie qu'on a à faire, de l'entretien de bâtiments. C'est des jobs qu'on va se garder plus pour l'hiver. Puis il reste que simplement la gestion d'un troupeau, dans mon cas, là, en production laitière. C'est au moins 40 heures par semaine juste à s'occuper du troupeau. Là. Donc, c'est pas... je pourrais dire que l'été, là, on est plus au dépend de la météo, puis on a plus des gros roches. On va avoir des roches de foin, des roches de semences, des roches de récolte, que là, on a 2 semaines non-stop, on fait beaucoup d'heures, puis on n'a pas le choix, il faut le faire dans cette période-là qu'on va avoir l'été. Contrairement à l'hiver, c'est plus, on fait nos journées une après l'autre, puis on a souvent de l'ouvrage, mais on n'a pas de roche, on n'a pas de pression à le faire à cause qu'on n'est pas dépendant de la météo. Mais il reste qu'en étant producteur agricole, là, nos semaines sont bien remplies. Je pense que ça pourrait être un peu différent, peut-être les producteurs qui ont seulement la grande culture, qui ont peut-être un petit peu plus de différence entre l'été puis l'hiver, dans le fond, parce qu'ils n'ont pas de troupeau à gérer. Puis là, ça se retrouve à être peut-être un petit peu plus... un peu plus de lousse, mais souvent, il y a beaucoup de personnes qui font des contrats de neige, travaillent sans neige, ou peu importe. Ils ont un autre revenu qui rentre l'hiver, fait que ça leur prend du temps quand même. Dans le fond, si on ressent un stress envers la météo, là, je pense que tous les producteurs sont différents d'un à l'autre. Il y a des producteurs qui vont être un peu plus stressés envers la météo, puis d'autres un peu moins, mais ça reste que on dépend de la météo souvent pour nos récoltes. Comme cette année, on prend conscience qu'on n'a pas beaucoup de pluie durant l'été, puis tous nos rendements de foin en production laitière sont affectés. On a la moitié du rendement de ce qu'on aurait d'habitude. Donc, c'est certain que ça engendre un stress conséquent qu'il faut qu'on achète du foin de l'extérieur, d'ailleurs, à un prix qui va sûrement être plus élevé parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Fait que, oui, ça amène un certain petit stress. Puis encore là, pour les productions de maïs, soya, une plante a besoin d'eau. C'est sûr que on s'entend pas des rendements miracles. Fait que sur certaines personnes, dépendant comment ils prennent, les producteurs, comme je te disais, il y en a qui vont stresser un peu plus, puis ça va les fatiguer plus que certains d'autres qui vont juste... ils ont un tempérament qui sont peut-être plus calmes dans la vie, puis ça leur dérange un petit peu moins, là. Mais oui, ça a un certain petit stress, c'est certain qu'on dépend de ça, là. Ça enlève la poche, comment c'est pesant, ça.
Ça, c'est de la luzerne. La luzerne, ouais. Mon père s'en va semer du maïs après ça, là-bas. Dans le fond, pour parler un peu du lait diafiltré, là, on est là-dedans depuis, je te dirais, l'automne 2015, là, quand il y a eu l'entente du partenariat transpacifique. Ça a commencé un petit peu avant ça, qu'on a eu un prix du lait durant l'année 2015 à 2016 là, qui a baissé beaucoup. Puis que le monde en a pris... C'était su par certaines personnes avant, mais on a pris plus conscience de ça là, auprès des producteurs à l'automne 2015. Puis il y a beaucoup de démarches qui s'est fait depuis le partenariat transpacifique jusqu'à ce qu'on s'amène aujourd'hui dans le milieu de l'été 2016 pour avoir des compensations, dans le fond, auprès de l'entente qui s'est faite de l'Union européenne, sur le partenariat transpacifique, puis aussi sur la perte de lait qu'on se fait la perte de revenus qu'on a par rapport au lait diafiltré. Le lait diafiltré, on le sait, dans le fond, c'est un concentré protéique qui a été, on pourrait dire, créé aux États-Unis pour contourner la loi canadienne là, sur la gestion de l'offre, dans le fond, qui rentre comme étant un concentré protéique, puis rendu à l'usine de transformation, il est considéré comme un lait frais, dans le fond, ce qui fait qu'il déjoue les normes fromagères. Là. Comme tu as dit, il y a quelqu'un qui est plus technique, là, qui te l'a expliqué. Dans le fond, je trouve que c'est, on pourrait dire, déplorable. Là. Ça l'inquiète beaucoup de producteurs. C'est des pertes de revenus qui n'étaient pas dans la planification financière des entreprises, souvent. Hein, en dernière année, là, la baisse du lait, c'est une entreprise moyenne. On pourrait parler d'environ 60 000. Puis, si je ne me trompe pas, là, on parle vraiment d'une entreprise comme ici. Là, c'est peut-être le lait diafiltré en tant que tel, là, juste ce lait-là qui contourne la loi. C'est 220 millions qu'on parle au Canada, puis sur une entreprise comme la mienne, ça représente à peu près 7 000 par année là, qui est perdu à cause de cette entrée de lait diafiltré-là. Là, je sais que présentement, on a fait certaines manifestations ou certaines demandes au gouvernement libéral pour qu'il nous... pour, dans le fond, qui change la loi, qui fait simplement appliquer la loi comme quoi que si c'est un concentré protéique qui rentre aux douanes, mais qui soit considéré comme un concentré protéique aussi à l'usine de transformation. Comme ça, on n'aurait pas des pertes de lait là, à vendre, dans le fond. Puis, je sais que présentement, là, on a une entente qui vient de se faire, une entente de principe là, sur la stratégie des ingrédients laitiers qui viennent de se faire entre les transformateurs et les producteurs. On n'a pas encore les détails de cette entente-là. On devrait l'avoir au cours du prochain mois. On a hâte de savoir c'est quoi que dedans. Mais cette entente-là, on sait qu'elle n'a pas nécessairement une grosse valeur tant aussi longtemps que le gouvernement appliquera pas, ne changera pas la loi ou n'appliquera pas une loi comme quoi qui ne change pas de nom. C'est là qui barre les frontières, dans le fond, aux États-Unis. Bien, les frontières du Canada, là, pour pas que le lait diafiltré rentre là, ici, pour protéger notre gestion de l'offre, qu'on sait qui est juste honnête puis qui est respectable là, envers tout le monde. Là. Présentement, si je sens l'appui des gouvernements, je pourrais dire que non. Pendant la campagne, le gouvernement libéral nous avait dit qu'il réglerait ce dossier-là du lait diafiltré dans les 100 premiers jours qui était élu. Puis là, tu vois, on est rendu, je pense, à, je ne me trompe pas, à plus de 250 jours environ là, qui sont élus. Puis toujours rien n'est fait. Ensuite de ça,
le gouvernement conservateur avait, suite à l'entente du partenariat transpacifique, avait promis des compensations de 4,3 milliards pour les producteurs canadiens. Puis depuis que le gouvernement libéral est là, a retiré cette entente-là, cette promesse de compensation de 4,3 milliards pour nous dire qu'elle allait réétudier l'entente, puis qu'elle allait voir dans le futur comment on allait recevoir. Puis tu vois, on n'a toujours aucune nouvelle de cette entente-là. Donc c'est un peu déplorable de leur part. On va souhaiter que ça change, puis on va souhaiter qu'ils respectent leurs promesses. Là. Mais pour l'instant, c'est pas dans les délais. Puis on attend toujours. Puis on est craintif là, envers cela. Là. Au niveau de la relève agricole, est-ce que c'est plus dur aujourd'hui qu'autrefois? C'est sûr que oui, étant donné la valeur des entreprises qu'ils ont aujourd'hui. Je regardais justement le dossier de la FRAC, de la Fédération de la relève agricole du Québec, qui disait qu'une entreprise agricole au Québec avait une valeur de 1,5 million qu'elle valait une entreprise peut-être même jusqu'à 2. Puis si on regarde ici en Montérégie, là, les fermes laitières qui ont des terres, c'est facilement le double là, que ça peut valoir. Puis si c'est pas le triple, là, dépendant des entreprises. Donc quand tu regardes, il faut transférer la relève pour qu'elle vienne. Les parents ont la chance de soit tout liquider ou encore transférer, mais ils ne peuvent jamais avoir l'actif que ça vaut en transférant la relève. Donc, il y a différentes opinions qui se font là-dessus. Il y a certaines entreprises qui décident de tout simplement liquider. Il y en a d'autres qui réussissent encore à faire le transfert, mais c'est des sommes d'argent qui sont astronomicales. Là. Donc, oui, c'est plus dur pour la jeunesse s'implanter quand il y a des difficultés financières comme ça. Puis encore aussi, partir à zéro, ça se fait, mais c'est très, très, très difficile. Puis tu vis beaucoup d'années de vache maigre, qu'on pourrait dire. Donc, est-ce qu'il s'en fait? Il s'en fait un petit peu, mais vraiment pas gros. Puis, c'est vraiment difficile. Puis, on parle juste dans la dernière année, surtout là, on a un épisode de la crise du lait un petit peu, là, les pertes de revenus, puis on avait peur de perdre le quota. Il y a eu 5 des fermes au Québec qui a été démantelées. À ce rythme-là, c'est, dans 20 ans, il n'en reste plus. Là. Donc, puis on était déjà, là, on n'est pas loin de 6 000 entreprises. 6 000 entreprises laitières. Quand je parle de 5 là, c'est des fermes laitières. Et si on était 6 000, puis là, on diminue. Il y a de moins en moins de relèves, moins de fermes, donc moins de jeunes qui peuvent. Fait que tout ça fait que je pense que dans l'avenir, il va y avoir quand même une grosse refonte à faire là, au niveau de l'agriculture. Mais ça, c'est comme dans n'importe quel cas. Des fois, ça peut faire peur. On dit qu'il va y avoir beaucoup de changements, mais c'est ma perception là, des choses. Quand on se ferme les yeux et on regarde il y a 20 ans qu'est-ce qu'avait l'air de l'agriculture, puis on regarde aujourd'hui qu'est-ce qu'elle a de l'air, bien, il y a un monde de différence. Puis je pense que ça va être encore, dans les 20 prochaines années, ça va être au moins la même chose, sinon encore une plus grosse évolution qui va se faire. Là.